Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci d'être sur le plateau de la femme ce soir. C'est toujours dans la foulée de la célébration de la journée internationale de lutte pour les droits de la femme le 8 mars. Et on a voulu savoir au Togo, quels sont ces droits qui protègent la femme? Quels sont ces textes en fait qui protègent la femme? Est-ce que la question de protection et de promotion des droits de la femme est une invention, est une lubie à la togolaise? On en parle ce soir avec nos invités, monsieur Mama Raouf Tchaniao. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes juriste à la base. Actuellement, vous êtes le directeur de l'accès aux droits et à la justice au ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Mais votre nom et votre visage, on sait qu'on ne peut pas ne pas le rattacher, ne pas les rattacher à la question de genre au Togo, les précurseurs des formations, de la défense des droits de la femme au Togo. À l'époque, il me souvient, pour avoir travaillé également avec vous, on se demande c'est qui cet homme qui est autant engagé pour la cause de la femme, monsieur Tchaniao. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup, Lys. Et l'autre invité que j'ai à mes côtés ce soir, c'est monsieur Achouekou. Il est juriste également, spécialiste genre, pratiquement votre disciple, votre élève. C'est ça. J'allais mettre l'élève sur le plateau ce soir. Vous êtes aussi très engagé sur les questions de femmes. Vous en parlez avec tellement de passion. Et merci pour le travail que vous faites pour la femme. Alors, ce soir, je vous ai invités tous les deux pour qu'on épluche ces textes qui existent et qui protègent la femme et que la femme elle-même ne connaît pas toujours. Et que peut-être des personnes qui entrent en infraction donc avec ces textes qui protègent la femme ne connaissent pas toujours, qu'on revisite un peu ces textes-là. Ce n'est pas de l'habitude de votre émission qui choisit de parler de faits avec des témoignages. Aujourd'hui, on dit souvent nul n'est censé ignorer la loi. On veut aller à l'école de la loi, des droits de la femme ce soir. Et le thème de notre émission, ces textes qui protègent la femme. Merci donc de nous suivre. On en a jusqu'à 22h20. Alors dans ce contexte aujourd'hui de pandémie internationale, de crise sanitaire, de maladie à coronavirus très virulente, qui se propage d'une façon vertigineuse, le Togo ce soir, on annonce 8 nouveaux cas dans notre pays. On ne peut pas commencer, on ne peut pas tenir cette émission sans faire quand même une parenthèse sur cette question cruciale. Vu qu'on se dit que la femme est un acteur stratégique, aussi bien dans la propagation que dans la barrière à l'expansion de cette maladie-là. La femme, elle occupe quand même une place centrale dans la lutte que nous sommes appelés à mener contre le coronavirus. Oui, Lys, merci beaucoup. On dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Oui. Si je pars de ce postulat à la base, ça voudrait dire que la femme a un rôle central dans son appui qu'elle peut apporter pour pouvoir prévenir, pour pouvoir éduquer à s'éloigner malheureusement de ce Covid-19. Vous saviez qu'on parle de la femme, on parle de mère, on parle d'éducatrice. Oui. On parle d'épouse au foyer, donc c'est la femme aux 1000 bras qui est tout, y compris à l'avant-garde, par exemple, de la lutte contre, malheureusement, ce qui est en train de frapper notre planète entière. Et je crois que victime aussi, très exposée. Elle est exposée aussi. Et donc, par rapport, il y a un lien d'ailleurs par rapport à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, les droits de la femme, mais aussi les obligations de la femme à l'éducation, parce que c'est elle qui donne la vie. Et donc, je crois que tout à l'heure, le ministre de la Santé venait de faire une communication et à longueur de journée, la TVT est en train de passer effectivement sur les mesures qu'il faut prendre, non seulement collectivement, mais d'abord individuellement. Parce qu'en fait, c'est la responsabilité de chacun. Chacun d'abord. Et ça, c'est extrêmement important. Oui. Et en parlant effectivement de cette femme mère et éducatrice, je crois qu'on vient de parler tout à l'heure en français, mais généralement, nous parlons à la maison dans nos langues. Et c'est facile pour une mère de dire à son enfant, de dire à sa soeur, bon, on a dit à la télé ceci, ceci, cela. Et je crois que voilà les comportements
les bonnes manières à tenir pour pouvoir s'éloigner effectivement de ce Covid-19. Et ça fait partie de son rôle habituel d'éducatrice, hein, de sensibilisatrice à l'endroit de la population. Donc la femme a un rôle à jouer par rapport à la période que nous traversons en ce moment. Alors, monsieur, monsieur Eclot, rapidement aussi, mais on va revenir après sur ces situations qui peuvent exposer la femme et sur ces gestes qu'elle seule peut faire, mais qu'elle peut contribuer vraiment à poser pour faire barrière à cette maladie. Oui. La femme est au centre aujourd'hui. Oui, la femme est au centre parce que moi j'ai relié directement cette pandémie de Covid à deux éléments. Le premier, c'est que quand on a fait, à la fin de l'épidémie d'Ebola, quand on a fait les comptes, les femmes étaient 2/3 plus touchées que les hommes dans les pays Afrique de l'Ouest où l'épidémie a sévi. En 2005, quand il y a eu le tsunami en Asie, les femmes étaient 4 fois plus touchées que les hommes. Pourquoi? Parce que les rôles sociaux des femmes les rapprochent des activités qui sont les véhicules du virus. Par exemple, si vous prenez le coronavirus se déplace. Le moyen de transport, c'est les humains. Donc, c'est la femme qui va au marché, la femme qui voyage pour aller dans des coins des requins, etc. Par exemple, les commerçants au Togo, voilà. Qui va chercher le maïs, le haricot. Oui, on ne dit pas que les hommes ne le font pas, mais prioritairement, quand même, c'est les femmes. Donc, du coup, la femme devient un canal de transmission de choses. Donc, si les enfants sont malades avec les sécrétions. Tout ça là, c'est les femmes qui sont là en train de laver. Oui, voilà, c'est ça qui s'en occupe. Donc du coup, elle est. Oui, voilà. Oui, elle est exposée, plusieurs fois exposée à choses. Aux maladies comme ça. Malheureusement. C'est ça. Alors aujourd'hui, moi je faisais une réflexion, je me disais, oui, elle est dans le commerce, beaucoup dans le secteur informel. Les pièces de monnaie, les billets qui circulent, elle touche, elle est au marché, quelqu'un vient acheter, elle prend. C'est autant de situations qu'il expose, hein, M. Tchenyao. Oui, bien sûr. Pendant ce temps, peut-être qu'elle a un bébé au dos. On voit, si vous allez dans les milieux les plus reculés, avec les revendeuses de charbon, ou celles qui vont dans les villages chercher du maïs, venir vendre ça, stocker, ainsi de suite, parfois avec les bébés au dos. Vous saviez, tout ça là, 90% des acteurs, effectivement, c'est des femmes. Donc, vous comprenez, et comme cette maladie, cette pandémie, c'est un truc qui touche les humains, en tant qu'être humain, elle est la première personne à être exposée. Donc, est-ce qu'on peut lui rappeler un peu les conditions dans lesquelles elle peut s'exposer et pour qu'elle puisse faire gaffe? Après, on va dire aussi, là, on a parlé de la circulation de la monnaie. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va mettre des gants. Aujourd'hui, j'ai trouvé quand même une femme, les gens qui vendent au feu tricolore, elles vendaient de l'eau, Toyota. Elle avait un gant à sa main droite qui lui servait à prendre de l'argent, quoi. Je me suis dit, oui, c'est pas con, c'est bien pensé. Oui, mais après, maintenant, comment la disposition, comment elle fait le gant, voilà. Là, si je vois un peu les images de prévention, de protection qui passent sur les réseaux, à la TVT par exemple, je crois que la première des choses, on nous a dit de se laver les mains. Donc à chaque instant, à chaque bout de temps, après une activité, il faut très tôt se munir du savon et avec de l'eau et se laver proprement avant de revenir à l'activité. Et quand on fait une activité, il faut encore retourner se laver régulièrement les mains. Ou parce alors que le gel hydroalcoolique si on en a. Si on en a. Si on en a. Abuser, ne même pas. Et donc se laver régulièrement et à chaque instant quand on fait une activité, avoir le réflexe que je viens de toucher à ça, tout de suite, il faut que je lave les mains avant de revenir, ainsi de suite. C'est compliqué pour la vendeuse d'Aïmolou, hein? Oui, c'est compliqué. Et la vendeuse de bouillie qui est là, il y a le client tout le temps, elle prend les sous, elle prend l'argent, elle n'a pas arrêté pour aller se laver les mains. Ça induit à une adoption d'un comportement, parce que le Covid-19 oblige. La preuve, nous sommes ici, vous devrez inviter plusieurs personnes, mais nous sommes deux parce qu'il fallait garder la distance, effectivement. Donc c'est un comportement. De la même manière, c'est ça, je disais, l'éducation de la femme. L'éducation qu'elle peut affecter tout à tout de son entourage.
Aujourd'hui, la revendeuse d'Aïmol ou la revendeuse de Foufou ne va plus se comporter comme auparavant où il y aura des fils, ainsi de suite. Elle va dire, monsieur, madame, tenez-vous là-bas, monsieur, tenez-vous ici, ainsi de suite. Il faut qu'elle comprenne le message. Donc, vous, justement, que le message lui soit parvenu. Parvenu. Et c'est ça, dans sa langue et dans sa les langue. codes qu'elle peut C'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure, qu'en réalité, on vient de le dire, on vient de le faire. Combien de personnes comprennent le français, mais nous avons nos langues d'alphabétisation et qui sont quand même poussées de Lomé jusqu'à Napan. On sait les grands groupes ethniques et on sait que on a levé, on a le thème, le Kabier, le Ben, et automatiquement les services concernés, y compris les organisations de la société civile, devraient relier avec les agents de développement communautaire, devraient relayer cette information dans les langues d'alphabétisation. Et à un moment donné, de surcroît, il faut qu'on se donne un surplus de travail. C'est-à-dire que non seulement on va aller alphabétiser, mais en même temps, il va falloir qu'on fasse des simulations pour dire, madame, ici, là, on ne doit pas être ici, il faut être là-bas, il faut faire ceci, il faut faire cela. Se mettre en condition. En condition. On fait la simulation. Ce ne sont pas des idées, c'est voilà. pour le transmettre, mais des actes. À voir, à expérimenter. Et donc, c'est extrêmement important que les acteurs qui relaient l'information sur le terrain et dans nos langues aussi se disent que nous avons en dehors de la parole, de l'information que nous allons apporter aux populations, on va aider ces populations à adopter des comportements tels que décrits en français. Et c'est extrêmement important pour pouvoir lutter contre ce fléau qui est en train de gagner le monde entier. C'est extrêmement important. Complètement, monsieur Aïkou. Moi j'ai peur parce que on a une mentalité en Afrique et ça circule déjà. Les gens continuent de dire, ah oui, le virus là, il paraît que c'est le froid qui le fait développer, nous on est en Afrique. C'était hier ou bien aujourd'hui, il y a des gens, je sais qu'ils rigolent, mais les gens ne sont pas loin d'appliquer ça. Ils disent qu'avec deux verres de Sorabi, le virus là est parti. Nous sommes en Afrique, la chaleur va tuer le virus, etc. Ce genre de réflexion, même si c'est pour en rigoler, ça peut créer beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des esprits très fragiles qui prennent ça pour sérieux et ils vont appliquer, ils vont adopter ce genre de comportement. Donc c'est important que les gens soient sérieux. Parce que hier, je regardais une vidéo, un document audiovisuel produit par un médecin français qui était en Chine, qui donnait un conseil aux Français disant que si les Chinois sont en train de venir à bout du problème chez eux, c'est parce qu'ils ont pris ça au sérieux. La discipline. Oui, la discipline, ils étaient vraiment très disciplinés, ils ont respecté les consignes à la lettre, ce que l'Italie a refusé de faire. Et on voit les conséquences. Et on voit les conséquences. Quand on a dit confinement, isolez-vous, etc., les Italiens, c'est la vie, quoi, dans les restos, dans les nightclubs, etc. Ils ont au début, ils n'ont pas voulu. C'est ça. Il a fallu que le chef d'État martèle rappelle qu'il y a des gens qui n'ont pas. C'est important que les gens comprennent que ce n'est pas seulement là-bas. C'est-à-dire que c'est déjà chez nous et personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Il faut prendre les mesures en même temps. Parce que tout de suite, tu es là dans ta chambre. C'est ça. Et on n'a pas les moyens des Européens, on n'a pas les moyens des Chinois. On va partir comme la peste avec les poules. Oui, c'est extrêmement important parce qu'il y a 10 jours ou même 20 jours, quand on a commencé par parler à Rouen, en Chine. Chinois, après, on parle de l'Europe. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'Afrique. Par dizaines. Et malheureusement, comme il vient de le dire, nous n'avons pas de moyens de riposte. Nous sommes des États fragiles. Et nous n'avons pas de moyens suffisants. Aujourd'hui, je regardais encore la ville de Rouen. Il faut voir tout un arsenal de matériel mis en place pour désinfecter toute une ville de plus de 9 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas rien. Et ils ont des moyens. Et donc, nous qui n'avons pas de moyens, nous devrons adopter des comportements autres et surtout, nous prendre au sérieux. Et surtout, l'information qui est donnée, qu'on puisse respecter scrupuleusement ce qui est dit. Peut-être mettre en place une brigade mobile qui circule.
pour pouvoir voir aussi bien sur les frontières que dans les familles, vraiment parce que la gaffe d'un maillon de la chaîne met en branle, met en péril toute la chaîne. Juste un petit maillon qui gaffe. En Afrique, et la solidarité dans la prévention doit prévaloir. Ça, c'est extrêmement important. Parce que on a un comportement, ce n'est pas un comportement d'ignorant. Parfois, c'est la négligence, ou bien, comme on le dit, on remet tout à Dieu. Bon, ça n'arrive qu'aux autres, ou bien la fatalité. On dit, bon, de toutes les façons. Et ce qui va arriver, va arriver. Et comme il est en train de le dire, c'est vrai, au départ, il y a de cela une semaine, moi j'ai écouté même des médecins, pas togolais bien sûr, qui parlaient qu'ils ont travaillé sur le virus et que ce virus ne résiste pas à une température de plus de 20 ou 25 degrés, alors que nous sommes au-delà de cette température. Après, ça a été démenti par l'OMS. Ça a été démenti par l'OMS, ainsi de suite, alors que les gens sont déjà ingurgités cette information. Et les gens vivent que, bon, ici il fait tellement chaud, donc on n'a pas de problème, alors que ce n'est pas vrai. Donc, ce qui a lieu de faire en ce moment par rapport à Covid-19, c'est d'être rigoureux envers soi-même et d'aider les autres à être rigoureux, en respectant scrupuleusement les informations qui sont données. Peut-être le policier de l'autre. Évidemment, c'est parce que le problème, c'est que quand ça le touche, c'est pas loin de toi, quoi. En fait, tu l'obliges à observer les règles de sécurité pour ta propre sécurité. Pour ta propre sécurité. Oui. C'est important de le faire. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que hier, c'est avant-hier que le président français faisait son discours, s'adressait. Il a dit 6 fois dans le discours, nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on mobilise tous les moyens de l'État. Et il n'est pas impossible que la TVT, par exemple, suspende une bonne partie de ses programmes pour dire nous allons passer uniquement à longueur de journée, uniquement des informations sur la prévention. Dans les langues qui s'enchaînent, quoi. On passe en français, en anglais, en thème, en kabylie. C'est-à-dire que ça s'enchaîne seulement. Et on mobilise, la HAC mobilise toutes les chaînes radio, toutes les radios communautaires. Parce que ça. Sur le terrain. Oui, il y a eu des réactions sur les réseaux. Il y en a qui sont très pertinentes. On dit par exemple que aujourd'hui, c'est une affaire de chacun n'a qu'à faire sa part. Ne pas attendre forcément que l'État vienne commander un service. Par exemple, les opérateurs de téléphonie mobile peuvent spontanément, comme ils envoient des messages pour leur promo, envoyer des messages de sensibilisation, mais un message à la fois. Lavez-vous régulièrement les mains. N'oubliez pas de... Voilà. À chaque 3 minutes, à chaque 4 minutes. C'est extrêmement important. À Abidjan, il y a les panneaux, panneaux qui s'allument sur lesquels on écrit. Là, voilà. Les panneaux, quand tu es en circulation, tu vois. Ça te dit éternuer dans le coude. N'oubliez pas de. Voilà les moyens. Peut-être que ce n'est pas l'État qui a payé, mais c'est une contribution citoyenne à une lutte collective qu'on fait. En réalité, je continue par le dire. En fait, l'État, c'est qui? C'est nous. C'est nous tous. C'est nous tous. Chacun doit apporter sa contribution à l'éradication de ce fléau. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est inquiétant. Et il faut qu'on en parle, et qu'on en parle, et qu'on en parle, et qu'on en parle. Parce que déjà, il y a une semaine, il y a quelques jours, on était à un seul cas, Rémi. Là, on est à 8 cas. Et ces 8 personnes, quand on sait que les cas déclarés sont de loin infimes au cas oui, parce qu'il y a des fuites, il y a des perdus de vue. Voilà. Vous comprenez, il y a des perdus de vue. Il y a des gens, on est là, contaminé, on est déjà dans l'État, mais on ne sait pas, on ne connaît pas son statut. Vous voyez? Donc c'est un peu quelque chose comme ça. Mais à partir du moment où nous sommes informés que le mal est là, il est réel, et il fait des victimes, et on nous dit, voilà des remèdes de prévention, voilà le comportement adopté, il faut qu'on s'en tienne scrupuleusement à ça. Et c'est extrêmement important. Mais si l'on veut mourir, l'autre ne veut pas mourir. Voilà. Donc on ne sait pas, je ne sais pas. Donc c'est extrêmement important, comme on vient de le dire, c'est des stratégies qu'il faut mettre aussi bien au niveau macro, au niveau méso, au niveau micro. Les radios communautaires, il faut les mobiliser dans leur langue. Aujourd'hui, le gouvernement a pris en Conseil des ministres des mesures pour dire qu'il ne faut pas se rassembler à plus d'un certain nombre de personnes. À un moment donné, vous saviez, le Togo est caractérisé, surtout avec les femmes, le Togo est caractérisé par des marchés périodiques, à des jours, ainsi de suite. On dit lundi, c'est le jour de marché de tel, mardi, ainsi de suite. Mais à un moment donné, comme on dit dans les églises, à des mosquées, ainsi de suite, qu'il faut faire attention.
pour pouvoir surseoir un peu à ces regroupements. De la même manière aussi, il faut surveiller que dans les marchés. Parce que peut-être il faut surveiller. Peut-être qu'ils réfléchissent encore à la meilleure alternative il faut réfléchir. à proposer à la fermeture des marchés. Parce que quel qu'en soit le cas, les marchés s'animeront. Non, mais là, c'est voir comment on encadre ça pour minimiser les risques, ne pas interdire les marchés pour voir d'autres marchés qui s'animent de façon anarchique. Vous voyez, pendant qu'on est en train de parler de ce fléau, on passe en même temps à l'économie. Oui, forcément. Vous comprenez, non? Au plan mondial, hein. c'est exactement, lorsque vous descendez jusqu'au micro, c'est la même réflexion qu'on a. Quand on dit que c'est le jour du marché, quelqu'un qui s'attend que, si je vais au marché le lundi, ça fait lundi prochain, je dois amener ma chèvre, je dois amener les poules, je dois amener le savon que j'ai fabriqué à la maison, ainsi de suite. Et on me dit qu'à cause de ça, je ne vais pas me dépasser. Non, il faut que j'aille. Vous comprenez? Alors, c'est des choses comme ça qu'il faut canaliser. C'est là, il faut essayer, ne serait-ce que pour ce temps-là que nous sommes en train de traverser, être vraiment rigoureux là-dessus, parce qu'on sait au moins les foyers de transmission en masse de ce virus, on sait comment on peut attraper ça. Et entre autres, rester dans la grande masse, c'est une prédisposition à la contamination. Or, quand on dit grande masse, c'est les marchés, c'est les mosquées, c'est les églises, ainsi de suite. Il y a plein d'églises qui ont déjà annoncé voilà. Donc c'est au culte, aux messes, au mariage, aux enterrements, les mosquées également. C'est pour une période de donner... Pour une période, ne serait-ce que pour pouvoir en venir. Je pense que c'est vrai que ça va essayer d'avoir des conséquences très fâcheuses dans l'humanité, mais j'ai aussi foi que tôt ou tard, on finira par venir à... Tout ça dépend de notre engagement de chacun. Alors, on va rappeler rapidement aux femmes ce qu'on leur demande de faire, en fait. Quand on parle de ces gestes, de leur rôle pour faire barrière à cette maladie, qu'est-ce qu'on leur demande de faire aux femmes? On leur rappelle rapidement les conseils pour passer au thème de l'émission. Quand on parle de laver les mains régulièrement, quand on veut tousser... On fait laver les mains, c'est pas passer de l'eau, la mettre dans... Non, avec du savon, bien sûr. Et régulièrement, quand on dit régulièrement, à chaque instant, la femme, elle est en pleine activité. Il faut qu'elle ait les réflexes que dès que je viens de faire ceci, il faut que je me lave les mains avec du savon. Si quelques minutes plus tard, il faut retourner... Bon, dès que je sens que j'ai été en contact avec une surface... Il faut, à chaque instant, il faut régulièrement laver les mains avec le savon. Et quand on dit... c'est pas qu'elle seule. Laver les mains, c'est pas elle seule. Quelle veille. Non seulement, on dit que la charité est bien ordonnée. Commence par ça même. Alors, si elle fait ça, comme elle est éducatrice et qu'elle a ce réflexe, elle va dire à ses enfants, lavez-vous les mains, à tout le monde, même à son mari. Mon frère, voilà le savon. Tu ne t'es pas lavé les mains quand tu es rentré. Quand tu es rentré, à chaque instant. Il faut créer le dispositif. Il ne faut pas dire, ah oui, quand tu va chercher le savon ici, va chercher l'eau. Il faut mettre en place le dispositif le plus rudimentaire possible. L'eau, le savon, quelque part devant la maison, à l'entrée, etc., au salon. Parce que donc, on n'a pas fait d'obstacle au processus de lavage des mains. Il faut que ce soit là, disponible pour encourager déjà. Voilà. Donc la femme à la maison, elle peut contribuer à ça. On ne dit pas que c'est son boulot à elle, mais on s'adresse à elle, on lui propose ce soir de faciliter la tâche. Donc à l'entrée de la maison, ou alors même de la chambre, de mettre en place une bassine. Ou alors il y a des dispositifs qu'on vend à les bouteilles, le nom m'échappe en français. Il y a des dispositifs qui se vendent. Voilà, les bouilloires en plastique avec du savon. Si vous n'avez pas du savon, de la cendre aussi, ça fait l'affaire. Ils ont beaucoup de seaux noirs bleus. Ils n'ont qu'à trouver un coin. Un coin du seau. Et puis, ils penchent un peu. Ils penchent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer de grands moyens. On fait avec ce dont on dispose à la maison. Il faut commencer avec ça. Et je voudrais, c'est pourtant ce que je voulais dire après. Je voudrais demander un banc au gouvernement de ne pas réfléchir beaucoup. Dans ce genre de situation, quand on amène les techniciens, et c'est ça le problème de l'intelligence, quand on amène beaucoup de personnes qui sont intelligentes et qui veulent réfléchir sur un problème-là, ils passent tout leur temps à réfléchir pour trouver une petite solution. On n'a qu'à commencer, sérieusement. Si on n'a qu'à commencer. Voilà, par exemple, quand on parlait de marché là, ils sont en train de réfléchir, on le sait, ils sont en train de réfléchir, leurs ménages sont... Et pendant ce temps? Pendant ce temps, les gens sont en train de... Donc, ils n'ont qu'à commencer par la première idée qui vient. Et puis, ils améliorent. En allant. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme j'ai suivi un spécialiste hier dans le journal chez le confrère de France 2, on posait des questions.
aux spécialistes. Et puis, il a répondu effectivement que c'est une situation qui n'a jamais été vécue auparavant. Voilà. Donc, on prend des décisions qu'on expérimente et au fur et à mesure, on réajuste, on adapte. Mais voilà quoi, c'est extrêmement important. La distance de barrière dont on a parlé, et effectivement la manière d'éternuer pour éviter de porter les postillons, ainsi de suite, sur l'autre. Mais la femme, elle éduque, elle dit désormais quand tu veux toucher, fais ceci au lieu de comme ça. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et quand vous êtes là, de toutes les façons, le jeu de sport à l'école là, c'est terminé parce que vous êtes maintenant restez ici, restez ici. Même si vous voulez parler, il ne faut pas être proche, ainsi de suite. C'est extrêmement important. C'est des courroies de transmission d'informations où les enfants sont sensibles, surtout c'est quand les mères parlent. Oui. Vous comprenez, non? Oh bon, papa, il ne reste même pas à la maison. Mais maman, quand elle dit quelque chose, elle essaie de faire le suivi pour voir si... C'est pas ce que je viens de te dire, hein, parce que forcément, voilà. Donc, elle passe plus de temps avec à la maison. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et donc, ce n'est pas seulement les enfants, mais y compris les adultes. À un moment donné, même, quel que soit ce qu'on dise, à un moment donné, c'est ce que nos femmes nous disent que nous prenons. C'est ça. Oui, mais bien sûr, c'est ça. Donc, effectivement, la femme, en ce moment, a un rôle important à jouer, surtout pour nos pays africains, surtout pour nos pays et nos communautés à la base. Et c'est extrêmement important. La femme, elles sont les plus grandes populations dans les églises, dans les centres de prière, etc. Ça interdit. Mais on est sûr, personnellement, je suis sûr qu'il y a des centres de prière et autres qui vont dire c'est plutôt le moment de prier, qui vont organiser des séances en clando, qui vont organiser des séances clandestinement. Et c'est les femmes qui vont y aller. Et c'est donc leur mettre la puce à l'oreille qu'on peut prier aussi chez soi, prier en communion, être en union de prier avec Dieu, de ne pas faire le jeu, parce qu'en fait, pour beaucoup, c'est pour aller cotiser. C'est vraiment la fête du pasteur. Oui, c'est pour cotiser qu'il faudra que vous veniez. Donc, c'est ça. Non, essayez de... Oui, c'est ça. Voilà. Il faut vraiment... Les gens vont revenir. On met tous les moyens. Tous les moyens qui sont à notre disposition. Il vaut mieux qu'on fasse ça pour vivre et aller cotiser et que de mourir et ne pas aller cotiser. Ou alors de peut-être prélever une petite cotisation et puis la poule meurt après. Il faut préserver quand même la poule aux œufs d'or. Voilà. Donc, je crois que c'est extrêmement important. C'est très, 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 très sérieux la période que nous sommes en train de traverser. Et aussi dire aux femmes de ne pas forcément se fier à toutes les informations qui circulent. Parce que dans cette crise-là, il y a tellement de fausses informations, mais qui circulent plus de fausses informations que de vraies. Savoir faire la part des choses, utiliser beaucoup la jugeote aussi. Encore une fois, le gouvernement et les communicateurs professionnels doivent parler à voix plus haute que les fake news. C'est-à-dire que quand tu veux contredire quelqu'un, il ne faut pas lui dire de se taire. Il faut parler plus fort que cette personne-là. La personne va se taire elle-même. Donc, tous les communicateurs, tous les espaces de communication, agents de communication, doivent parler plus haut que tous les fake news. Et là, on sera sauvé. C'est ça. Si nous prenons, par exemple, les moyens de communication dont dispose l'État, au niveau central, nous avons d'abord la TVT, mais nous avons beaucoup de télévisions privées aussi. Nous avons par exemple Radio Lomé, Radio Cara, qui tourne jusqu'à Dapan et au-delà des frontières. Mais nous avons aussi les radios rurales et puis les radios communautaires qui sont opérationnelles. Et qui travaillent beaucoup en période de campagne électorale. Voilà. C'est entre autres périodes aussi pour les mobiliser. Il faut investir les mêmes énergies, effectivement, à l'endroit des communautés sur l'attitude à adopter. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de voir l'image, l'attitude à adopter. Ce n'est pas gratuitement quand la télé a montré des images avec des images pour permettre à tout individu, même qui n'est pas allé à l'école, qui ne sait pas lire, de comprendre. Maintenant, il va falloir que, depuis Lomé jusqu'à Dapa, jusqu'à Saint-Cancé-Mandouri, qu'il y ait la même information exacte. Voilà. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache que tout ce qu'on dit, c'est la même chose qui se répète, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Qu'on martèle ça
dans les oreilles, dans ton canal dans les oreilles des populations. Et même si on veut aller même plus loin, en ces périodes-là même, on dit de ne pas se regrouper à plus d'un certain nombre de personnes. Mais une femme peut enseigner à ses enfants à la maison, si elle a 2 ou 3 enfants, ce qu'on vient de nous montrer, les différents, elle peut transformer ça en chanson à l'endroit des enfants. À quelqu'un, il y a des gens qui ont un don, qui peuvent transformer ce qu'on vient de nous dire comme ça à la télévision en chant. Et on peut appeler la personne de venir à la télé chanter ainsi de suite dans toutes les langues et qu'on va essayer de répercuter, de vulgariser. Et il faut mettre tous les moyens dont on dispose, quel que soit le niveau de ces moyens rudimentaires ou modernes, mais qui sont conformes à notre concept culturel. Donc c'est un peu ça. Quand on se base aussi sur l'exemple de l'expérience des clubs de mer dans les communautés à la base qui portent des messages, mais de façon très positive, l'on comprend mieux pourquoi on demande d'insister sur la femme aussi pour être le relais de cette lutte qu'on mène. Quand, enfin, les ONG, organisations, ça dit que on doit normalement, commencer toute activité aujourd'hui au Togo le matin avec une information sur le Covid-19. Même quand vous allez à l'église pour prier, il faut qu'on prenne 5 minutes pour passer l'information. Les gens qui vont à l'église chaque matin, on prend 5 minutes, le prêtre n'a qu'à accepter ça, on prend 5 minutes pour le dire. Les gens qui vont faire des sensibilisations, par exemple, chez nous, il y a les groupes d'épargne qui se regroupent chaque matin. Donc, avant de commencer leur activité de groupe d'épargne, ils prennent 5 minutes pour partager l'information sur les manières de prévention, etc. Les collègues de l'action sociale, de tout le système, tout l'appareil étatique déconcentré, est là, décentralisé aussi maintenant. Tous les partenaires techniques, financiers, tous les partenaires de développement sont là. Dans le groupe d'intervention comme cela. C'est ça, ça dit, il faut. La dernière fois, moi j'ai trouvé quelque chose d'intéressant quand on faisait les campagnes électorales. Moi j'ai vu, on a mis, je ne vais pas donner le nom d'un parti politique, on a mis des stands au bord des rues. J'ai vu un au niveau de l'entrée de l'Omega Campus, où des gens sont assis, sont en train de partager l'information autour d'un candidat. C'est des points d'information. Voilà, on n'a qu'à refaire les mêmes choses parce que le candidat qui gagne ou bien le candidat qui veut gagner dans 5 ans, il faut que les gens soient dans le pays pour qu'ils puissent gouverner. Donc, les mêmes choses qu'on a fait là, on n'a qu'à recommencer par les faire pour que les gens continuent de vivre pour 5 ans et pour les 5 prochaines années encore. C'est des stratégies, je pense qu'il y a plein de stratégies. Voilà. Il ne faut pas forcément attendre de créer un projet financé par tel, financé par tel. C'est-à-dire chacun doit y mettre du sien. Chacun doit y mettre du sien. Un projet. Chacun peut faire quelque chose. Quand tu as une idée, tant que tu as une idée, te dis, il faut qu'on fasse ça. Va autour de toi. Si tu ne peux pas déjà implémenter ça autour de toi, déjà tu auras fait. C'est d'abord individuel, familial, sociétal et collectif et national. Mais c'est d'abord individuel. C'est extrêmement important. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'en haut, mais ça doit partir de nous pour monter. C'est comme ça, à l'entonnoir renversé. De l'individu, ça va à la famille, ça va au quartier, au village, ainsi de suite. C'est extrêmement important. C'est la seule stratégie qu'il faut adopter en ce moment, la période que nous sommes en train de traverser. Alors si vous avez ce message que nous avons passé en français, essayez de le traduire autour de vous dans les langues pour les personnes qui ne comprennent pas. On dit d'éternuer dans son coude, de tousser dans un mouchoir ou dans le coude. En fait, c'est des gestes, normalement, qu'il ne fallait pas que ce soit un petit virus qui nous rappelle, mais malheureusement que c'est un virus qui nous rappelle qu'on ne tousse pas, qu'on n'éternue pas dans le visage des autres et qu'il faut... Mais bon, la proximité, voilà... Il ne faut pas vivre dans le grand groupe. Rester en groupe pendant longtemps avec plusieurs personnes, ce n'est pas une bonne chose. Rester à distance. En cette période que nous sommes en train de traverser, quand on veut éternuer, comme vous venez de le dire, et quand on finit d'éternuer, quand on a le mouchoir, il faut le jeter dans la rue, dans la poubelle, ainsi de suite. Et c'est extrêmement important. Et si vous constatez un cas,
qui est suspect, essayez soit vous-même, transportez-vous à un centre de santé le plus proche, ou si vous voyez quelqu'un qui affiche un comportement, dites mon ami, il y a le centre de santé vers là, il y a un numéro, il y a deux numéros. Le numéro vert, voilà. C'est 111, voilà. 111, vous appelez, ça bosse 24 heures sur 24 voilà. et 7 jours sur 7. Si vous avez tout, je dis, aucune question n'est bête. Vous sentez quelque chose qui ne va pas super, posez la question et qu'on vous rassure qu'il n'y a rien, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Restons en vie pour bâtir le Togo. Restons d'abord en vie pour rester en vie nous-mêmes. Et puis, restons en vie parce que le Togo a besoin de nous. Et nul n'a le droit de mettre sa vie en péril. Il faudra protéger même les gens contre eux-mêmes. Si. Oui, ça, il faut protéger les gens contre eux-mêmes complètement. Merci pour cette petite parenthèse très, très importante à faire. Et ce soir, le thème, c'est ces textes qui protègent la femme. On appelle la femme à protéger elle-même et puis sa communauté parce que la femme, elle, on pense à elle et puis on la protège aussi. On la protège aussi. 25 ans cette année de Beijing, cette fameuse grande conférence à laquelle on s'est dit, ah ben non, et on ne va pas laisser en marge plus de la moitié de la population de la Terre qui est compétente, qui est disponible. On ne va pas la laisser en marge dans la démarche vers le développement. Il faut qu'on l'implique. Et aujourd'hui, de plus en plus d'avancées sont connues quant au respect des droits de la femme. Et on a voulu connaître ces textes à l'international, en Afrique et puis surtout au Togo. Et puis faire l'historique un peu depuis qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui a avancé dans les textes qui protègent les femmes aujourd'hui. Que les femmes elles-mêmes, elles sachent cela et que ceux qui font infraction donc, à ces textes sachent qu'il y a des dispositions qui protègent la femme aujourd'hui. On va commencer déjà par dire, par poser la base, Monsieur Raouf. Donc ce n'est pas une invention des Togolais de dire que non, la femme, il faut avoir un ministère de promotion de la femme, il faut parler de droits de la femme. C'est pas Togolais. Ce n'est pas Togolais. Parce que si, je ne sais pas si nous aurons le temps d'en parler, parce que c'est une longue histoire. Lorsque vous avez parlé tout à l'heure de Beijing, Beijing s'est tenu en septembre 1995. Et encore Beijing, c'était la 4e conférence mondiale sur les femmes, avec pour thème égalité, développement et paix. Et la 4e conférence, je disais, ça voudra dire qu'il y a eu une première, une deuxième et une 3e conférence. Il y a la première conférence qui s'est tenue en 1975 à Mexico, toujours avec le même thème. La deuxième conférence à Copenhague, donc au Danemark, en 1980. La 3e conférence, c'est sur le continent africain à Nairobi, au Kenya. Et la 4e conférence, c'est à Beijing. Alors, si Beijing a résonné beaucoup, comme on le dit, c'est parce que Beijing a tout juste été qualifié comme une conférence mondiale dite des engagements. Parce que nous avons trop parlé de égalité, développement et paix. On ne le trouve pas depuis 1975. Et en 1995, 20 ans après, où en sommes-nous? C'est ça. Mais il faut constater quelque chose, parce que vous avez parlé de la promotion de la femme. En 1975 déjà, nous avons eu la première conférence mondiale sur les femmes à Mexico. Et vous allez voir, prenez le Togo, prenez le Bénin, enfin, tout l'espace de l'Afrique francophone, même anglophone au Ghana, vous allez voir, peu importe l'appellation, hein, c'est au lendemain de la première conférence mondiale sur les femmes que ces ministères ont été créés. Au lendemain de 1975. Au lendemain, il faut prendre le Togo. Okay. Il faut en 1977 que la direction de la promotion de la femme a été créée au Togo. Un peu partout. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une initiative, c'est une recommandation de la grande conférence. Mais au-delà, par exemple, des institutions, il y avait des tests aussi qu'on a mis en place. Et pourquoi? Parce que tout part du fait que nous sommes deux êtres sur cette terre, la femme et l'homme. Mais si nous prenons les deux êtres, nous constatons que sur le plan évolution et en raison de la division du travail par rapport à nos sociétés, je ne parle pas de l'Afrique, mais du monde entier, on se rend compte que cette frange de la population, d'ailleurs qualifiée de majoritaire, si nous prenons au Togo, ça fait 51,+ de la population togolaise que représentent les femmes.
Mais on se rend compte que lorsque nous prenons les secteurs de développement, en commençant par l'éducation, on voit combien de femmes sont dans l'éducation, combien d'hommes sont dans l'éducation. Et si vous progressez le cycle de l'éducation jusqu'au supérieur, il y a combien de femmes, combien d'hommes? Naturellement, il y a plus d'hommes au finish que de femmes. C'est ça qui avait donné lieu à ce qu'on appelle la conférence sur l'éducation pour tous à Jobtian en 1990. Comment faire pour corriger? Jobtian, les Nations Unies ont organisé une grande conférence sur l'éducation à l'effet d'amener à équilibrer, ne serait-ce que sur le plan numérique, ce déficit qu'on a constaté lorsqu'on gravite le cycle supérieur. Vous comprenez? C'est de la même manière que quand vous prenez tous les secteurs de développement, que ce soit la santé, l'éducation, tout ce qui est développement, vous allez voir que les femmes sont sous-représentées par rapport aux hommes. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas seulement les conférences, des plans d'action, mais aussi on a essayé de mettre en place des textes susceptibles de favoriser cet équilibre. Et puisque nous parlons... C'était à la base contraignant, oui, oui. C'était juste des... Non, les textes qui prônent l'égalité, au-delà de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment dans son article 1er... Je pense que tout découle de là, la femme... est un humain et dont les droits sont consacrés dans cette DUDH. Au-delà des dispositions de l'article 1er de la déclaration qui estime que l'homme et la femme sont égaux en dignité et en droit, nous avons, pour permettre de mettre en exergue cette personne de la femme, un document aussi international qui a été voté régulièrement par l'Assemblée générale des Nations Unies. Je parle de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Donc, au plan mondial déjà, il y a un document et j'avais l'habitude de dire, quand j'étais formateur des formateurs pour la promotion de la femme, que la CEDEF est pour la femme ce que la Bible est pour un chrétien et le Coran pour un musulman, parce que c'est le document phare à partir duquel les gens peuvent se référer pour faire valoir le principe d'égalité entre l'homme et la femme devant la loi. C'est vraiment la DUDH au féminin? Voilà, quelque chose comme ça si vous voulez. Plus fort. Plus fort. Parce que c'est aller plus loin. Vous comprenez? Et quand vous prenez, comment l'appelle-t-on, la CEDEF, vous allez voir que tous les pays qui ont adhéré ou qui ont ratifié à cette convention sont astreints à des obligations, c'est à des présentations des rapports initiaux et périodiques devant le Conseil de discrimination des Nations Unies à New York. Le Togo fait toujours, on fait régulièrement les rapports. On a écho que sur les droits de l'homme là. Non mais moi les rapports périodiques de l'examen périodique universel que j'ai eu la chance de faire partie de la délégation du Togo qui a présenté le rapport de la CEDEF, non seulement les rapports initiaux mais les rapports suivants. Avant de quitter le ministère en charge de la promotion de la femme, j'ai fait partie de la délégation. Donc, le Togo a régulièrement présenté les rapports devant le Conseil des Nations Unies devant le Comité des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Donc, pour dire que ce document, c'est le document phare mondial. Et comme dans tous les pays, dans tous les continents, lorsque le document est mondial, il faut le dimensionner au plan continental. Nous avons la région Afrique, de laquelle nous relevons. Il y a la région Europe, la région Amérique, la région Asie, ainsi de suite. Chacun tropicalise un peu. Maintenant, chacun tropicalise vraiment ce document international. N'oubliez pas qu'il y a certains, par exemple, États qui sont partis à cette convention, à la CEDEF, la convention, mais qui ont porté des réserves sur certaines dispositions parce que ce n'est pas propre à leur culture. Si bien qu'au moment de l'élaboration des rapports, on ne va pas leur demander des cotes, on ne va pas l'évaluer sur cette disposition. Vous comprenez? Mais rassurez-vous, nous, on a tout pris. Parce que tout nous sied? Oui, tout nous sied. Non, non, pas tout nous sied, je vais pas être académique, mais c'est parce que lorsque, par exemple, un tel document s'ouvre à la signature des États, on donne une période où les gens peuvent aller signer, mais porter des réserves. Mais après cette période probatoire, on ferme.
les pays qui n'auront pas le temps de venir durant cette période n'auront plus le temps de porter des réserves. Quand ils viennent, ils adhèrent en même temps à tout. C'était le cas, par exemple, de notre pays. Et donc, ça ne nous fait pas du mal. Au contraire, ça nous fait du bien. Donc, on a dimensionné la CEDEF dans ce qu'on appelle le protocole, c'est-à-dire la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples additionnels relatifs. C'est ce qu'on appelle de Maputo, oui, auquel le Togo a pris activement part. Alors, je crois que c'est entré en vigueur déjà en 2007, nous faisons partie de ce protocole de Maputo, qui a essayé d'apporter des spécificités africaines. Par exemple, la question de la santé de la reproduction de la femme, la question des mutilations génitales féminines, que le monde entier, ce n'est pas pour tout le monde entier, mais il y a ces questions spécifiques propres à l'Afrique, connues dans la culture africaine, qui ont été effectivement mises en exergue dans ce protocole. Maintenant, plus le protocole, plus la convention dont je viens de parler, dont nous présentons, comment l'appelle-t-on, les rapports, même pour le protocole, on présente des rapports aussi au niveau de l'Union africaine. Et nous avons dimensionné, domestiqué effectivement tous ces tests au niveau national, dans plusieurs tests qui ont fait l'objet de réformes les 15 dernières années. Alors, c'est pas comme si on avait un texte spécifiquement pour la femme au Togo, comme ce protocole additionnel, mais des dispositions donc dans l'outil, l'arsenal juridique au Togo complètement ont pris en compte ces aspects de protection des droits de la femme. Aussi, donc dans le code pénal. Selon que c'est l'aspect est civil, l'aspect est pénal, l'aspect est social, l'aspect est sanitaire. Selon, dans tous les domaines, ça a été pris en considération. Par exemple, lorsque nous prenons les documents phares où la personne de la femme doit être exprimée au même titre que l'homme en raison du principe d'égalité, c'est les documents phares, c'est par exemple le code des personnes de la famille, c'est par exemple le code pénal. Mais je ne sous-estime pas les autres codes issus du droit public et même nous avons un nouveau code de la nationalité qui est même en gestation. Vous voyez? Donc, qui est presque prêt, hein? Donc, c'est pour... apporte de nouveaux droits. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'acquisition de la nationalité. Bien sûr, surtout l'acquisition, voilà, que vous connaissez très bien. Et quand vous prenez par exemple le code des personnes et de la famille, celui qui existait datait du 31 janvier 1980. Mais en 2012 et 2014, nous avons heureusement un nouveau code des personnes de la famille en 2014. Vous comprenez? Et lorsque vous mettez les deux ensemble, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'innovations en faveur de la promotion. Monsieur Achoueklou, dans cette évolution de ces textes-là, qu'est-ce que vous avez trouvé de positif dedans? Oui, par rapport au code des personnes, le code des personnes et de la famille de 80, la modification de 2012 et de 2014 finalement, la version qui est en vigueur actuellement. Qu'est-ce qu'on y a introduit et qui vous avez dit tiens, ouais, c'est top. Oui, avant le code qui est plus vieux que moi, ce code-là avait des dispositions qui n'arrangeaient pas du tout la femme. Genre la question de succession. La manière dont la question de succession a été traitée dans le code de 1980 laissait les femmes en marge du bénéfice de l'héritage. Ni de son mari, ni de son mari, je ne m'en souviens plus exactement, mais de son père, c'est presque impossible. Il peut dire concrètement, et il a raison, c'est-à-dire qu'il y a prééminence, l'application de la prééminence de la coutume par rapport au droit positif. On pouvait choisir à l'époque. Voilà, parce qu'il y a deux dispositions fondamentales. Je vous donne un exemple concret. Hein. Si vous prenez par exemple les dispositions de l'article 397 à l'époque, si ma mémoire est bonne, cette disposition disait que, en matière d'héritage, que le fait pour une femme de refuser de se soumettre des rites de veuvage dégradants ne peut pas être qualifié comme injure
pour qu'elle ne bénéficie pas des biens de son mari décédé. C'est l'article alinéa 1er. C'est-à-dire que si tu refuses de te soumettre à des rites de veuvage qui sont dégradants, Oui. tu ne vas pas hériter de ton mari. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que si tu refuses, ça ne veut pas dire... Ça ne t'empêche pas d'hériter. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est une injure à l'égard de ton mari. Vous comprenez bien, c'est l'alinéa 1er. Mais le deuxième alinéa de ça là dit que le caractère injurieux sera apprécié au regard de la coutume du défunt. Donc ce sera toujours injurieux. Voilà, c'est-à-dire qu'on a donné... Ce sera toujours injurieux. Ils disent quelque chose ici et puis reprennent ça ici. On a donné un droit à la femme dans un alinéa et de l'autre en même temps, Ils ont a repris retiré en même temps ce droit. Donc c'est la famille, c'est la coutume qui appréciera si l'acte de la femme de ne pas se soumettre est injurieux ou pas. De la même manière, quand vous prenez les dispositions des articles 391 à l'époque, c'est qu'on a laissé la latitude en cas de décès que le mode de succession soit réglé soit par la coutume ou le droit moderne. On va choisir la coutume. Voilà. Ça nous arrange. Vous comprenez, non? Qui veut... Alors, je crois qu'avec la révision du nouveau code de 2014, on a essayé d'aller... On a innové complètement par rapport à ça. C'est de ça que M. Achou est en train de parler. Entre autres, il y a l'autre aspect, dites-moi. Non, moi Vous allez sur quel terrain? Je voudrais parler plutôt des choses qui restent encore à améliorer. Je pense que tu n'as pas... Par rapport à ce niveau-là? Oui, par rapport au code de 2012-2014. Oui, mais bon, sur la question de l'héritage, c'est bon déjà. Oui, sur la question de l'héritage. Aujourd'hui, les femmes, sauf que, professeur, dans le code de 2012-2014, c'est dit, et ça c'est quelque chose qui me tracasse, c'est dit que le droit togolais reconnaît toujours la coutume et le droit positif, sans dire qu'il y a prééminence d'un sur l'autre. Oui, on a dit ça autrement. Oui, c'est-à-dire que quand vous prenez les dispositions du Code des personnes et de la famille, c'est tout comme la question qui a été beaucoup plus débattue lors de la révision, la question de la polygamie et de la monogamie. Vous saviez, en droit, il y a ce qu'on appelle la préséance. Quand on pose un acte, c'est l'acte premier qui est posé, c'est lui qui est prééminent, et puis le second, il est subsidiaire, c'est-à-dire secondaire par rapport. Mais ce que nous avons fait, nous avons renversé la tendance lors de la rédaction du Code des personnes de la famille pour dire que le Code s'applique à tout le monde. Le présent Code s'applique à tout le monde. Mais tout individu qui ne veut pas que ce Code s'applique déjà au mariage, à la mairie, qu'il signifie devant le maire que moi, il va falloir que la coutume s'applique à ma vie. Or, donc, on a encore le choix aujourd'hui. On a le choix. Oui, mais ce n'est pas un choix. Parce que, dites-moi, Lise, qui va aller devant le maire pour dire le jour du mariage que moi, dans toute notre vie là, nous sommes venus pour nous marier, voilà notre option. Mais monsieur le maire, moi je veux que la coutume s'applique à moi. Mais puisque c'est légal, c'est légal, c'est permis. Tant que c'est là, que c'est permis. La personne peut s'en prévaloir. Mais légalement. Maintenant, je vous invite... Qu'est-ce qui oblige à mettre ça, à garder ça dans le code? Oui, parce que nous sommes dans une dimension culturelle donnée. Vous comprenez, non? Parce que nous sommes des sociétés en transition. Vous comprenez? Nous sommes des sociétés en transition où, quoi qu'on dise, nous avons des us et coutumes qui sont encore vivaces. Alors, monsieur Atoueklou, quel est le risque là-bas? Quels sont les dérapages que ces dispositions peuvent entraîner? Le problème, c'est que les gens vont tirer argument de ça et pour faire mal après. C'est tout le problème. Maintenant, ce que moi je vous invite à faire, heureusement que nous sommes avec Plan, et vous avez effectivement cette aptitude, peut-être c'est de faire une petite enquête CAP. Depuis 2014 jusqu'à date, combien de personnes ont dans les états civils, au mois du mariage, quelles ont été l'option qui a été déclarée par devant le maire, l'officier de l'état civil? Je pense que ça, on va être dans le formel. Vous savez ce qui se passe sur le terrain? Les gens, ils peuvent venir se marier à l'état civil, mais ils ne savent même pas. Ils savent même, et ça, personnellement, j'ai rencontré ce cas plusieurs fois. Ils pensent qu'ils peuvent venir se marier sans que la loi s'applique à eux de manière intégrale. Ils viennent se marier pour avoir la bague au doigt, pour avoir le papier de mariage. Mais quand ils rentrent chez eux, c'est la coutume qui s'applique de lundi à dimanche.
C'est pas ça que le texte dit. Non, normalement, ça ne devrait pas être ça. Excusez-moi. Parce que vous parlez en personne savante, pardon. Il faut comprendre qu'il y a le commun des mortels aussi parmi vous. Alors, cette disposition qui dit qu'on peut choisir, ça veut dire quoi? Si quelqu'un va devant le maire et choisit machin coutumier, là, excusez-moi le machin, qu'est-ce que cela veut dire concrètement sur le terrain, monsieur Giraouf? Merci beaucoup. Je reviens encore, comme vous voulez qu'on parle terre à terre, comme vous le dites. Voilà. Je viens de dire que nous traversons des sociétés en transition. Jusqu'à une période donnée, il y a une dizaine d'années, sur le terrain, moi lors de nos campagnes de sensibilisation, les gens ont pris pour monnaie comptant les couples qui vont célébrer leur mariage devant l'imam, devant le prêtre ou devant le pasteur. Ils ne vont pas à l'état civil. Pour eux, c'est tout. Jusqu'à ce qu'un problème surgisse. Ils se rendent compte que ce n'est pas mariage en fait. Dans le ménage est dépassé lorsque l'un d'eux se déplace vers le tribunal. Le juge aux affaires matrimoniales, la première question, c'est de me donner votre certificat de mariage. Il n'y en a pas, donc je ne peux pas... Alors, s'il n'y en a pas, vous désarmez, le juge a dit le droit. Vous comprenez? C'est là que les gens ont commencé par comprendre l'utilité de ce mariage civil. Vous comprenez? Oui, je te coupe pas, mais il y avait un article dans le code, je ne sais plus lequel, qui, pour moi, encourageait cette situation. Parce que l'article disait que, encore une fois, le Togo reconnaissait le mariage civil, le mariage coutumier. Et maintenant, dans l'alinéa suivant, il dit, seul le mariage civil produit des effets de droit. Alors qu'en haut, on a dit qu'on reconnaît les deux. On reconnaît le mariage civil et le mariage coutumier. Le gars, c'est le mariage coutumier. S'il ne lit pas la suite, c'est bon. Il va faire ça. Maintenant, quand il dit, il ne se marie pas pour dire je vais avoir des problèmes. Il se marie, il dit pour le meilleur des mondes. Voilà, pour le meilleur des mondes possible. Mais le jour où il y aura chose, il revient. Pourquoi ne pas dire immédiatement que on reconnaît que le mariage civil? Oui, rapidement, parce dans une société en transition. Et je fais, tout ce que je dis montre l'évolution qu'il y a eu en l'espace d'une dizaine d'années, quinzaine d'années, en ce qui concerne les droits de la femme au Togo. Lorsque vous prenez la question de mariage avec le code du 31 janvier 80, le code des personnes de la famille, si ma mémoire est bonne, quand vous prenez l'article 75 à l'époque, ou 76, on dit que le mariage est obligatoirement célébré par devant l'officier de l'état civil ou à défaut un chef traditionnel qui est investi à cet effet. Vous comprenez ça? C'était ça la disposition. Mais si vous prenez le chef traditionnel investi peut célébrer le mariage. Voilà, investi peut célébrer. Il faut qu'il soit investi du pouvoir d'agent d'état civil. Voilà. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça, oui, ça c'est sûr. Vous comprenez? C'est l'effort qui a été fait lorsque nous allons tout doucement dans l'évolution de la... Pas le droit moderne, mais dans l'évolution par rapport à la société contemporaine que nous sommes en train de vivre. Parce que, quoi qu'il en soit, nous avons des pratiques que je qualifie de fastes dans notre vie au quotidien avec nos us et coutumes, mais des pratiques que nous qualifions de néfastes. Donc, nous allons tout doucement vers l'abandon des pratiques néfastes pour des pratiques fastes et évoluer dans la société. Parce qu'en fait, c'est pas tout ce qui est traditionnel qui est pas bien, qui est nuisible. Vous comprenez, non? Bien sûr. Donc, il faut que vous m'expliquiez quand même, alors, si on choisit le traditionnel, qu'est-ce que ça induit? Non, donc, ce que je suis en train de dire, pour que tu comprennes ça, que je comprenne aussi. Voilà, que tu comprennes, c'est que dès l'instant où vous allez devant l'officier de l'état civil, c'est-à-dire à la mairie pour célébrer le mariage, toute votre vie durant est gérée par les dispositions du code. Quand vous prenez le code des personnes de la famille n'est qu'un ensemble. Depuis que vous êtes jeune fille, jeune garçon, vous voulez commencer avec les fiançailles jusqu'à votre séparation, éventuellement, bien votre disparition. Oui. Tout le code a essayé de réglementer. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est votre rôle, les organisations de la société civile aussi, les agents du développement communautaire, même à l'état civil.
le maire ne va pas porter le bas comme ça sans dire mot aux futurs mariés. Il a des choses en disant les droits et les obligations qui vous incombent par rapport au contenu du code. Parfois même, certains maires vont jusqu'à lire la Bible. La Bible et puis les dispositions du code. Certaines oui, dispositions du code. C'est là que j'ai dit que les gens doivent aller plus loin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là, parce que c'est un sacré document qui, disons, gouverne toute notre existence. Normalement, dans tous la les famille. couples devraient l'avoir, toutes les familles. Non seulement tout le monde doit avoir le code des personnes de la famille, mais je crois qu'on devrait tout de même dans les mosquées et dans l'église, à chaque instant, rappeler les dispositions du code. Parce que lorsque, par exemple, je suis d'obédience X par rapport à la religion, c'est à cet angle de la religion que je vois. Si je suis d'obédience Y, c'est à cet angle, alors que le code est laïque. Il est là que pour tout le monde et qui est au-dessus de nos appartenances religieuses. Alors dites-moi, si je choisis cette latitude-là qui est en fait dans le code, que je me marie sous quoi, régime coutumier, qu'est-ce que vous avez dit là? Non, c'est pas régime coutumier. Non, comment, expliquez-moi la chose, parce que là, ça, je ne savais pas non plus. C'est-à-dire que lorsque vous prenez par exemple le code des personnes de la famille, vous avez deux choses. Vous avez l'option, soit c'est l'option monogamique, ou l'option polygamique. Oui, d'accord? Oui, ça. Maintenant, quand vous voulez parler de régime, il y a trois types de régimes dans le monde entier. Dont les régimes là se trouvent dans le code des personnes de la famille. Le régime de séparation des biens, le régime de communauté de biens, le régime de participation aux meubles aux acquets. Vous comprenez, non? Mais le code en lui a prévu au niveau du Togo que c'est le régime de séparation de biens qui est le régime de droit commun, parce qu'il est propre à l'indépendance économique de la femme. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que nous sommes liés, les futurs mariés sont liés à ça. Ils peuvent opter, ils peuvent laisser ça et opter soit pour le régime de communauté ou le régime de participation aux meubles aux acquets. Mais s'ils ne disent rien, c'est comme applique la séparation d'office. D'office, c'est quelque chose comme ça. Mais maintenant, comme je suis en train de le dire, lorsque le même code dit que d'office, quand vous vous mariez... Mais il paraît que même sur cet aspect-là, je ne sais pas, que si l'on n'a pas pu dire ça à la base, si on n'a pas l'information, et que l'on est marié sous le régime de la séparation, et qu'après l'on veut revenir au régime de la communauté, que c'est pas facile, que c'est la croix à la bannière, je crois. Que le processus, il devient long et compliqué. Très compliqué, il devient long. Donc peut-être un manque. Moi, j'ai déjà fait une émission sur le sujet, j'ai invité un couple qui est venu, et c'est un couple étranger au Togo, donc ils ne savaient pas que c'était ça d'office comme ça. Parce qu'ils viennent du Cameroun, et au Cameroun, c'est le contraire. C'est la communauté de biens jusqu'à, je crois. Et donc, ils ont été mariés. Après, ils ont découvert que c'est la séparation au Togo. Et donc, ils ont voulu changer. Je ne sais pas si jusqu'à présent, ils ont pu le faire. C'est extraordinaire, que c'est compliqué. Je crois que ça devient une affaire maintenant de la justice. Vous comprenez, non? C'est comme lorsque, par exemple, voilà, c'est tout comme lorsque, par exemple, un enfant naît. Le test sur la loi, l'état civil donne jusqu'à 45 jours pour aller à la mairie, pour aller déclarer. Mais après 45 jours, c'est le tribunal. Vous comprenez, non? C'est exactement la même chose. Lorsque, à l'état civil, vous n'avez pas réussi à faire quelque chose, ou bien vous avez fait quelque chose qui a échoué à l'état civil et que vous voulez rectifier, c'est une affaire du tribunal. Donc, il fallait attirer attention plus sur les aspects. Voilà, sur les aspects. Mais je voulais dire quelque chose que je n'ai pas terminé. Il ne faut pas que ça me laisse à la gorge. Alors, je disais que le code lui-même a dit que dès que les futurs époux se marient à l'état civil, d'office, c'est le code là qui s'applique. Si vous ne voulez pas, c'est qu'il faut aller, le jour du mariage, il faut dire que de toute votre vie là, il faut que vous soyez géré par la coutume. Ce qui n'est pas probable. Mais ce que je vais dire... Être géré par la coutume, c'est-à-dire que ce ne sont pas les dispositions du code qui s'appliquent et que vous allez faire votre loi à vous-même dans votre foyer. C'est ça? Non, on ne peut pas faire la loi dans le foyer. Ça voudrait dire qu'on veut que si je suis éveillé, c'est la coutume éveillée. Si je suis thème, si je suis camien. Aujourd'hui, la coutume éveillée, comment définir, dans quel document? Vous vous mariez chez l'agent d'état civil quand même. Et vous allez vous dire, que ce soit dans votre tête ou bien devant les gens,
que non, nous... on n'est pas soumis aux dispositions du code. De code et qu'on veut... Mais justement, c'est là que je vais en venir, en vous disant qu'on a verrouillé. Effectivement, le législateur de 2014 a verrouillé en ne disant pas « je prends le bâton, je refuse ». C'est qu'on te met dans des circonstances à ne pas pouvoir appliquer ça. Comment ça? En disant que le code s'applique d'office. Donc, dans le nouveau texte, il n'y a plus ça? Il n'y a plus le choix là? C'est ce que je dis. Ok. Lise, tu ne peux pas aller, ou ta fille et son futur mari ne peuvent pas aller devant, par exemple, à la mairie pour dire que, de toutes les façons, c'est le code dans l'état civil, mais moi, je veux... C'est la coutume cabienne. C'est ma coutume cabienne. Non, il ne peut pas dire des trucs comme ça. Mais si le la Togo... loi lui permet, il peut dire, à moins que la loi ne permette pas. La loi même a verrouillé autrement. Okay, ce que je viens de dire. Quand on dit... désolé, je me rappelle. Est-ce que dans le... Confirmez, s'il vous plaît. Est-ce que dans le nouveau code 2012 ou 2014, est-ce que c'est toujours dit que le droit togolais reconnaît le mariage coutumier et le mariage civil? Et si oui, est-ce que ce mariage civil se résume au paiement de la dot? Et non, mariage coutumier se résume au paiement de la dot chez les parents? Ou bien dire que le droit togolais reconnaît le mariage civil et le mariage coutumier? Est-ce que dire que le mariage coutumier... Oui, dire comme ça, est-ce que le mariage coutumier a d'autres éléments que nous ne connaissons pas? En dehors de payer la dot. Non, c'est ce que je dis, bien sûr. Parce que chaque coutume a sa manière... Donc il y a un problème. Non, il n'y a pas ça. Mais je vais vous expliquer. Il y a notre pratique et ce qui est consacré par le code. Notre pratique dans les us coutumes. Vous comprenez? Quand vous allez par exemple en pays élevé, il y a, pour faire la dot, ils vous demandent, selon leurs coutumes, ce qu'il faut faire. En pays Kabia, en pays Tem, en pays Momba, en pays Naodom, en pays Bassa, en pays... tous les... Ça, la loi ne peut pas influer. Vous comprenez? Mais la loi, pour couper court, a donné que pour faire la dot, elle est symbolique. Vous comprenez? Et c'est ça la loi. Vous comprenez? Alors, si vous voulez aller vers la loi, c'est ça. Mais si vous appliquez la loi et quelqu'un vous attaque, et qu'on vous attaque, mais vous brandissez que vous avez respecté la loi. Et par exemple, genre que si quelqu'un veut me doter, par exemple, et puis il apporte 10 000, je lui donne la dot, la liste de ma coutume, et que je lui dis non. La loi dit c'est 10 000 et forcé, il faut que j'accepte. Il peut me poursuivre ma famille, que je vais contre la loi, c'est ça? Non, pas une question de poursuite. Il va négocier. C'est ce que la loi dit. Nous avons vu, et tout récemment, je suivais RFI. On a fait une émission justement sur la question de mariage au Togo. C'est une Française qui a fait ça. Elle est partie à Bafilo, à Kara. Je suivais ça entre minuit et 2 heures du matin. Et c'était l'émission était branchée sur le Togo. Et on a interrogé même les étudiants de l'université de Kara, où des filles disent que quand tu aimes ton mari, tu vas même jusqu'à prendre ton argent pour donner pour l'aider à doter. Oui, vous comprenez? Tu vas faire économie, va doter notre femme. Voilà, donc c'est un peu quelque chose, c'est la complexité que nous vivons dans nos sociétés. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, la coutume voit que c'est à partir de la dot qu'on mesure la valeur de la femme, il y a d'autres qui disent que non, en faisant ça, la femme n'est pas à vendre. Il ne faut pas chosifier la femme, c'est un être humain comme l'homme. Vous comprenez? Donc c'est devant cette complexité que le code a coupé court. Mais maintenant, le code n'a pas interdit. Et le code n'a pas réglé le problème. Non, attends, le code n'a pas interdit que lorsque, par exemple, je vais épouser Lise... On demande un avion Concorde. Comment l'appelle-t-on? Si j'ai des moyens, mais ça, ce n'est pas des moyens prévus par le code. Non. Le code n'a pas prévu ça, donc le code ne contrôle pas ça. Mais généralement là-bas, c'est quand même beaucoup coutumier. Parce qu'il faut laisser le code de vrai là. Sur cet aspect, le code n'a qu'à se taire et puis on va gérer les choses de façon coutumière. Non, attends, qu'est-ce que tu racontes? Parce que quoi? Parce que ça t'arrange? Non, Lise, je ne veux même pas que tu blagues avec ça. Non, si, attention. Parce que non seulement on est sur la TVT, quel problème ça pose? Je vais te dire,
parce qu'on est seulement sur la TVT et aussi parce que tu es une voix écoutée. Ben oui, c'est clair. Voilà, donc si tu rentres dans ce genre de commentaires, c'est que, non, c'est que tu as des followers comme on dit. Il y a des gens qui... Bien sûr. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que pour moi, le fait même pour le législateur togolais de maintenir la dot dans le code, c'est une violence faite à la femme. Ah bah oui. Bien sûr. Vous pensez ça? Bien sûr, parce que quand on parle d'égalité, hommes et femmes, en droit et en dignité. Oui, en même temps, il faut reconnaître. En même temps, il faut reconnaître, comme il a dit, que les textes sont pris à l'international, mais on les domestique par rapport à nos cultures, voilà, à ce qui est nuisible et à ce qui est bien. Oui. Taper une femme, c'est culturel. Est-ce qu'on maintient ça? Ça, c'est un aspect néfaste que l'on veut enlever. Le lévira, le sorora, tout ça, c'est des aspects qui sont pas bien. Payer la dot là, c'est faste. Le monsieur a dit que c'est Est-ce que c'est faste? C'est faste, je me dis. Très bien. Donc du coup, non, posons le problème, Lise. Pour que nous ne soyons, nous qui sommes les défenseurs, enfin, ceux qui... Nous ne nous fourvoyons pas. Pour que les gens continuent de nous faire. Voilà. Est-ce que c'est tout ce qui rentre dans l'avantage des femmes que nous appelons mesures fastes et tout ce qui ne rentre pas dans l'avantage des femmes que nous appelons mesures néfastes? Est-ce que c'est seulement ça? Tout ce qui rentre dans l'avantage peut-être de la femme et de l'être humain qui est mesure faste pour moi. Peut-être que je peux me tromper. Oui. Est-ce qu'il ne rentre pas dans son avantage qui peut être néfaste? Monsieur Tchaniao, merci beaucoup. Ça m'intéresse cette réflexion. J'ai parlé d'un droit positif que nous avons hérité du colonisateur. Le français que toi et moi on parle, ce n'est pas notre langue maternelle. Le code qu'on a conçu, ce n'est pas propre à une ethnie, à une coutume donnée au Togo. On est en train de construire notre nation, on est en train de construire notre État et que par conséquent, il faut qu'on puisse mettre en place un ensemble de règles cohérentes. Des règles qui avancent avec les contingences de la société aussi. Mais alors, ce que je suis en train de dire avec les contingences de la société, ce que je suis en train de dire pour que Achou puisse comprendre, si par exemple le Togo a opté pour de la dot qui doit être donnée par l'homme à la femme, dans d'autres pays, c'est la femme qui donne la dot. Oui. Vous comprenez, non? Oui. Il y a beaucoup d'éléments qui sont cachés derrière ça. Je vais terminer. Dans d'autres pays, c'est la femme qui dote l'homme. Vous comprenez, non? Et là, c'est ce qu'on appelle la dimension culturelle de votre société. Alors, si le législateur togolais a pensé effectivement faire en sorte que la dot soit donnée à la femme par l'homme, c'est en raison de la culture, de la typologie, de Lomé jusqu'à Dapao, la manière dont les familles vivent. On sait généralement que c'est l'homme qui va aller demander la main de la femme. Vous comprenez, non? Ou bien les parents de l'homme qui vont aller auprès du parent de la future femme, de la jeune fille, pour dire que nous voulons que votre fille devienne l'enfant de notre enfant et la femme de notre enfant demain. Vous comprenez? Est-ce que le contraire est un problème? Non, mais dans notre société, c'est pas comme ça se fait. Je vais terminer. Je ne prends pas parti. Je vais terminer parce que tu évoques une question de violence. La question de violence ne peut être appréciée comme telle que lorsque, par exemple, cet état de choses constitue une infraction sur la personne de la femme. Si ça nuit à la femme. Mais est-ce que ça nuit à la femme? Si ça nuit. Ça nuit à la femme. Voilà. Maintenant, il faut montrer que ça nuit à la femme. Lorsque nous parlons d'égalité, je prends ça de manière simple. Lorsque nous parlons d'égalité, de droit, cela suppose que ce que je te fais, toi aussi tu puisses le faire. Toi, tu puisses me le faire. Oui. Les droits que j'ai envers toi, tu as les mêmes droits envers moi. Donc, est-ce que la femme a un droit par rapport à l'homme vis-à-vis de la question du paiement de la dot? Si on répond oui et que nous parlons au même moment d'égalité, il faut que l'homme puisse réclamer les mêmes droits. Donc que la femme dote l'homme et que l'homme dote la femme aussi en même temps. C'est ça. Et comme ça, comme on ne peut pas faire ça, peut-être ça va consister à un échange de cadeaux. Donc autant laisser. Quand nous parlons d'égalité, c'est votre position. C'est-à-dire qu'il ne faut rien faire. C'est-à-dire qu'il faut enlever justement la question de la dot. Voilà. Or, vous laissez la dimension culturelle de notre société. Non, ce que j'étais en train de dire, l'argument culturel
l'argument culturel, il y a trop de violence, de discrimination et d'inégalité qui passent par cette porte-là. Parce que partout où vous allez, dès que vous parlez d'égalité, de discrimination, etc., le premier élément et l'élément le plus fort que les gens brandissent, c'est notre culture. C'est notre culture, c'est notre tradition. Vous voyez, donc, mais c'est pour ça que j'ai donné l'exemple. Même il y a des femmes qui croient que culturellement, l'homme doit taper la femme. Et que c'est chez nous on fait ça. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez pourquoi maintenant le législateur a rendu la dot symbolique? Le symbolique là même, ça ouvre. Non, je vais t'expliquer quelque chose. C'est une brèche. C'est-à-dire que le législateur, quand on dit le législateur, en fait, c'est nous, hein, c'est la représentation. En fait, on ne peut pas balayer de main de revers ce que nous sommes. Parce que ça nuit à certaines personnes. Il y a des femmes qui vont se dire on vient d'écrire ton nom tout à l'heure et tu as vu qu'on a ajouté quelque chose. Tu vois que rapidement tu as réagi. Ce que tu trouves que ce n'est pas bon, l'autre trouve que c'est normal. Et dans la typologie, dans notre sociologie, dans notre anthropologie, à la base, on a toujours vu, lorsque par exemple, même vous allez dans les coins, dans les recoins, même tu es jeune, même aujourd'hui, va dans les villages. Et entre 18h et 20h, reste au bord de la route. Tu vas voir, si quelqu'un prend la torche et qu'il est en train de traverser, c'est un homme qui va chez la femme. Ce n'est pas le contraire. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Ça existe. Vous comprenez, non? Mais cette culture, le jour où vous allez enlever ça, la première personne qui va se sentir frustrée, c'est la femme. Vous comprenez? C'est comme notre culture a fait. Et là, je te parle pour avoir travaillé pendant plus d'une dizaine d'années dans le domaine. Lorsque, par exemple, vous êtes un homme, maintenant ça est en train d'aller un peu... Quand vous êtes un homme et que vous vous pointez, je ne parle pas de Lomé seulement, hein, dans les grands marchés, et que vous pointez pour acheter du sel, savon, machin, truc là, les femmes vous taxent cher. Parce qu'on trouve que ce n'est pas votre endroit. Même, voilà, c'est peine. Vous ne pouvez pas donner l'argent à votre femme. Elle ne voit pas un homme qui veut rendre ça. Même à la maison, sans te le dire, avec l'évolution de la société, on est en train d'aller doucement, doucement, doucement. Mais quand tu t'aventures, parfois vers la cuisine, la femme te demande qu'est-ce que tu cherches ici. Vous comprenez, non? Or, toi et moi, nous sommes convaincus qu'en allant à la cuisine avec la femme, c'est pour la décharger, pour aller faire autre chose. Ce ne sont pas toutes les femmes qui comprennent ça. Il faut leur expliquer ça. Non, mais on expliquera. C'est pour ça qu'ils disent que si l'on coupe comme ça, il y a ces catégories de femmes qui vont se sentir lésées. Toujours, il y a des gens qui seront mécontents. Donc, on fait la part des choses. Donc, tu vois, je vais terminer avec ce pan de la chose en disant que le législateur a beaucoup réfléchi par rapport à la question de la dot et en disant, je ne vais pas chosifier la femme. Parce que, en demandant à l'homme de donner tout son patrimoine ou toute sa richesse, un jour, il va utiliser ça contre la femme en disant, je t'ai acheté. Vous comprenez? De la même manière, je ne vais pas frustrer la femme. Parce qu'elle pense que plus on donne au moment où on va la doter, et plus ça lui donne de la valeur. Vous comprenez? Parce qu'il lui donne de la valeur, non? Maintenant, il faut couper la poire en deux et travailler la société à l'évolution. C'est un peu l'esprit du législateur. Vous comprenez, non? Mais je suis d'accord avec toi. C'est comme... tu sais, si nous voulons parler de l'égalité, s'il y a la polygamie, c'est qu'il doit y avoir la polyandrie. Oui, mais sociologiquement... La polygamie se retrouve toujours dans le code. Voilà. Ce qui n'est pas normal. Oui. La polyandrie, elle n'est pas permise? Non. Ah bon, pourquoi cette discrimination? Oui, mais c'est ça la sociologie aussi. Ah oui, et tu étais d'accord tout à l'heure sur le de la doctrine. Pour montrer encore... Ça, c'est culturel alors. Ça, pour montrer encore le comportement progressiste du législateur, vous allez voir que par rapport à la disposition concernant l'option, on a fait la prééminence de la monogamie sur la polygamie. Mais elle existe toujours. Elle existe. Mais il n'y a pas la polyandrie. Il n'y a pas la polyandrie, mais il faut cultiver. Vous voyez, à un moment donné, je vais vous expliquer l'évolution de notre société.
S'il y a de cela, finir dans 5 minutes. voilà, s'il y a de cela 15, alors qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Et rien n'interdit qu'on fasse la deuxième partie de l'émission. Oui, oui, parce que la grande innovation en dehors du code des personnes de la famille, c'est le code pénal. C'est le code pénal de 2015. Oui. Je pense qu'on va l'aborder rapidement. Oui. Donc, je vais terminer avec ceci. Donc, l'évolution, la société, quand je suis en train de dire qu'il faut suivre avec l'évolution de la société, de nos comportements, ainsi de suite, pour aller vers un ensemble cohérent demain, dans 20, 30, 40, 50 ans, même peut-être après nous. Vous comprenez? Hier encore, c'est facile de voir des gens qui sont polygames. C'est très facile, il y en a plein. Mais aujourd'hui, l'évolution de la société, les exigences de la vie font que de plus en plus, les gens se disent que non, même si j'ai des moyens, je ne vais pas... Ils sont officieusement polygames, ça c'est pire encore. Non, si j'ai des moyens... Officiellement polygame n'est pas mieux que mais si j'ai des moyens, l'évolution de la société, la drastique, par exemple, la santé, l'éducation, ça a un coût. Tout homme consciencieux qui n'a pas de moyens ne va pas s'aventurer. Oui, donc il faut maintenant... Cela suppose que c'est-à-dire que lorsqu'on prend l'argument de la difficulté de la vie, etc., et de la discrimination créée et mise en place par la loi elle-même existe. Et les gens peuvent s'en prévaloir à tout moment. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'on soit à ça. Il faut qu'on soit ambitieux et qu'on soit courageux. Parce que ce dont nous parlons, Monsieur Chanyao, vous avez mis, je ne sais pas combien de temps au ministère de l'Action sociale à travailler sur le genre avant de partir au ministère de la Justice. Et vous continuez. La preuve, vous êtes là aujourd'hui. Votre combat va probablement vous survivre. Vous comprenez? Nous, vos étudiants, vos élèves, nous sommes en train de continuer. Mais pendant combien de temps on va faire ça? Mais la transformation de la société, c'est de longue haleine. Oui, allez, on va rapidement avancer. Non, monsieur, on peut à un moment donné, on peut sauter, courir. Il faut faire une révolution. Pourquoi pas? Rapidement, monsieur Chanyao, on finit dans 3 minutes. Oui, d'accord. On finit dans 3 minutes, mais rapidement, on pourra faire une deuxième partie à cette émission parce qu'il y a tellement d'avancées dont on va parler. Moi, j'aurais voulu que vous nous dites, avant de parler du code pénal, bien peut-être rassembler, que vous nous dites, il paraît que quand on est femme et qu'on est fonctionnaire, qu'on est travailleur, à même salaire, même poste, que la femme gagne moins que l'homme, c'est ça? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a rapidement, en 1 minute? Qu'est-ce qui fait que le salaire de la femme après, il est moins que celui de l'homme? Ça dépend de ce que vous avez lorsque vous êtes marié. Ce qui est sûr, il y a certains, comment on l'appelle, ce n'est pas une indemnité, par exemple les allocations familiales pour les enfants. C'est l'homme qui prend ça? Ce n'est pas l'homme qui prend, c'est une décision. Mais c'est comme vous ne devez pas bénéficier de double allocation. On ne peut pas, pour les mêmes enfants, mettre les allocations à l'homme et à la femme. Donc, mais pourquoi est-ce que quand la femme élève seul l'enfant, elle n'a pas ça? Non. Si vous allez, par exemple, auprès, par exemple, de la caisse de retraite du Togo, de la caisse de sécurité sociale. C'est donné systématiquement sur le salaire de l'homme, c'est ça? C'est pas comme si on demande de choisir. C'était historique, mais avec l'évolution, il y a des tests qui ont expliqué que non, les deux couples, si vous êtes régulièrement mariés, vous avez des enfants, vous décidez sur le salaire de qui va être versé. On reverse les allocations. Si c'est sur la femme, naturellement, si vous êtes de la même catégorie, son salaire sera plus élevé. Alors rapidement, c'est un peu quelque chose comme ça. Super. Les évolutions sur le plan pénal par rapport au droit. Là, ce que moi j'ai voulu dire, où le législateur est allé plus loin, au-delà de l'aspect civil de la chose, ou lorsque nous parlons de l'égalité, ce qui a été très important avec le législateur pénal de 2015, c'est le fait qu'il a pris le courage, et c'est là le courage, Achou, qui va jusqu'à rendre auteur d'une infraction quelqu'un qui empêche à la femme d'avoir accès à la terre, par exemple. Vous comprenez? Mais ce qui est intéressant, contrairement au code pénal du 13 août 1980, l'ancien, le législateur de 2015 a consacré plusieurs dispositions, depuis le simple viol conjugal jusqu'à toutes les formes de viol. Oui, c'est-à-dire que quand on dit viol conjugal, c'est-à-dire entre époux, ça choque à la base. Qu'un mari ne peut pas se voler. Parce que quand je dis simple, parce que je me rappelle qu'avec le caucus des femmes parlementaires, j'étais en campagne avec les députés qui ont, sur le terrain,
Et quand je faisais la campagne à l'endroit des chefs traditionnels, quand je parle de la disposition du viol conjugal, les gens me disent, mais d'où tu viens? Mais ça existe, vous comprenez? C'est pourquoi il dit, ça là c'est normal. Depuis là jusqu'à toutes les formes de violence qu'on a consacrées. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Et justement, non seulement on a érigé ça en infraction, mais c'est prévu et puni par la loi. Puni. Non, pour les mêmes infractions que l'on commettrait sur l'homme, un homme, on serait plus puni si l'infraction commise sur la une femme, femme. parce qu'elle est vulnérable. Et plus encore sur une jeune fille. Une jeune fille. Et surtout une femme enceinte ou une fille handicapée, par exemple. Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est ça le défi et l'enjeu, c'est que nous avons fait énormément de progrès en matière de réforme des droits catégoriels en direction des femmes, des enfants, des personnes âgées. En ce moment même, puisque actuellement à Plan Togo, nous sommes dans une période de révision du Code de l'enfant de 2007. En ce moment, dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès des enfants à la justice au Togo. Donc, l'enjeu maintenant, le défi, c'est comment amener les bénéficiaires à s'en approprier dans leur langue. Vulgariser vraiment cela. On vulgarise. On a fait toutes les 39 préfectures de 2015 à 2017 avec le caucus des femmes parlementaires dans toutes les préfectures. Et nous avons eu tous les préfets, parfois les maires, les comités de paix, toutes les femmes. On a l'impression que le message ne passe toujours pas. Non, on a comme l'impression il est limité à des gens qui savent lire. Vous comprenez? Alors qu'il devrait aller beaucoup plus vers des gens qui ne savent pas lire, mais qui peuvent comprendre. Traduire ça dans les langues d'alphabétisation. Voilà, c'est ça le défi à relever sur le terrain en ce moment. Si aujourd'hui, par exemple, on dit que les Sahéliens lisent beaucoup, c'est parce qu'ils parlent beaucoup. L'alphabétisation est très développée chez eux. C'est ça. On leur met des textes dans leur langue locale. Est-ce qu'il y a une dernière inégalité que vous voulez soulever? Je vais te laisser tout ce que j'ai relevé. Ce n'est pas que je suis détracteur de l'État ou bien. Je suis dans la dynamique que on peut toujours améliorer les choses et qu'il y a encore le chantier est encore grand. En fait, de courir quoi. Oui, il faut qu'on court, il ne faut pas qu'on reste dans le voilà. Et le professeur Chagnaou, il est en train de vieillir, donc il pense qu'on va marcher avec à ses pas. Non, à son rythme, non. On va courir. On veut parce que la génération de jeunes filles, de jeunes femmes qui vient là ont besoin que les choses s'améliorent pour qu'ils puissent voir rapidement parce que on est oui, le temps qu'on a fait c'est déjà bon. Il faut aller vers la révolution aujourd'hui. Et que ce qui reste à faire, qu'on le fasse très rapidement. Et qu'on continue toujours, c'est pertinent toujours d'avoir un ministère de promotion des droits de la femme? Oui, forcément. Pas simplement un ministère des droits de l'homme qui s'occupe de tout, non? Et puis ça a évolué. On est parlé de la promotion féminine à la promotion de la femme et aux gens aujourd'hui. Oui, rapidement. Tu sais ce que je veux? Et on a fait les élections présidentielles, le gouvernement. J'espère qu'on va former un nouvel gouvernement. Je veux qu'on nomme Chagnaou ministre de l'Action sociale. Pardon, laisse-moi aller me reposer. À l'action sociale. Non, ce n'est pas que. Non, parce que c'est trop stéréotypé. Depuis le début, tu as parlé de 77. Je ne sais plus. Depuis le début, on a toujours eu des femmes là-bas. On veut un homme pour voir un peu. Voilà. C'est ça pour changer un peu de paradigme. Merci, chers amis. Donc, dire aux femmes qu'il faut qu'elles-mêmes connaissent les textes qui les protègent. Allez-y, ça est dit Togo qui vend les documents. Vous pouvez trouver le code des personnes de la famille. Tout le monde doit avoir ça. Le code pénal, lisez, ressortez des dispositions. Je pense même qu'il y a des recueils. Il y a des recueils de textes relatifs aux droits de la femme. C'est ça, il y a ça toujours. Cherchez ça, lisez. Mais merci beaucoup d'être passé, professeur Monsieur Bama Raouf Chagnaou, juriste et directeur de l'accès aux droits et à la justice au ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, spécialiste. Jean, merci beaucoup. Là, c'est le ministère de la Justice. Il y a le ministère des droits de l'homme et des relations. Et chaque fois ça change et puis on ne sait pas ce qu'elle va faire. Monsieur Atou Eklou, spécialiste Jean qui nous vient de Plan International Togo, merci d'avoir partagé ce plateau ce soir. Nous remercions les téléspectateurs de nous avoir accueillis chez eux. Vous retrouverez les émissions sur la chaîne YouTube de la TVT. À jeudi prochain pour nos thématiques. Au revoir. Au revoir, au revoir. Rediffusion mardi, mardi matin vers 9h30, 10h. Voilà, au revoir.